je suis Zainab Kane, je suis docteur en droit public, enseignante-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey, militante des droits des femmes. Je m'appelle M. Medoun Seck, je suis le directeur des programmes du réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement. C'est une ONG qui a été créée en 2001 et qui est enregistrée au Sénégal. Le siège donc est basé au Sénégal, mais nous intervenons dans 22 pays à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc FAMEDEV, c'est le réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement. Donc une ONG qui promeut les droits des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je suis Dr Odine Doumbé Faye, je suis sociologue chercheur. Je travaillais par le passé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis avant de rejoindre une association de femmes chercheurs appelée Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Et aujourd'hui, je coordonne un programme au niveau de la commission de la CEDEAO sur des questions de genre, d'égalité de genre. Alors la CEDEF, on peut dire que c'est une convention phare. Une convention phare, une convention constitutionnelle même au Sénégal parce que repris dans le préambule de la Constitution. Elle a beaucoup de signification parce que toutes les organisations de défense et de promotion des droits des femmes convoquent la CEDEF dans tous les plaidoyers. Le plaidoyer sur la loi sur la parité, on a utilisé la CEDEF. Le plaidoyer sur beaucoup d'autres questions, on utilise la CEDEF. Donc la CEDEF, pour moi, c'est un instrument international de promotion des droits des femmes qui vient compléter le dispositif en matière de protection des droits humains de façon générale et qui s'adresse aux femmes, mais qui a l'avantage de mettre l'accent sur un aspect non négligeable, c'est ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination constitue une violation flagrante des droits et dans la CEDEF, la discrimination est au cœur des préoccupations parce qu'on considère la discrimination comme une distinction fondée sur le sexe, c'est-à-dire une distinction fondée sur le sexe en vue de compromettre la jouissance d'un droit. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. C'est un instrument juridique qui a été élaboré par les Nations Unies et qui est adopté en 1979 et qui a été adopté en 1981. Aujourd'hui, c'est l'instrument le plus utilisé à travers le monde, c'est simplement parce que sur les 197 pays membres des Nations Unies, 187 pays l'ont ratifié. Et 104 pays membres des Nations Unies également ont ratifié le protocole facultatif, autant pour moi. Donc c'est un document qui prend en compte l'ensemble des droits des femmes aujourd'hui sur le plan mondial. Parce qu'il faut dire qu'à chaque fois qu'une charte a été élaborée, les acteurs ont un peu mis de côté les droits des femmes. Or, si on se réfère à la définition du droit comme étant l'ensemble des règles qui régissent la vie en société, c'est comme si on avait un peu écarté ces femmes-là de la société parce que leurs droits ne sont pas pris en compte dans les règles qui régissent la vie. Donc, et c'est très grave et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a une charte, il y a un protocole additionnel qui vient intégrer certains droits relatifs aux droits des femmes. Oui, la CEDEF, c'est la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. C'est une convention internationale qui a été, élaborée dans le but vraiment de lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et cette convention, aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre guide questionnaire, elle a 40 ans, effectivement. Et aujourd'hui, on peut peut-être en évaluer les progrès, mais également les défis. Et globalement, disons que après l'adoption de cette convention, c'est vrai que l'Afrique globalement et le Sénégal, de façon particulière, le Sénégal a eu quand même à faire des avancées notoires. Je pense qu'on peut en citer quelques-unes, notamment, je commencerai peut-être par les plus récents, la loi sur la nationalité, la loi sur la parité au Sénégal. Nous avons eu cette loi sur la parité au Sénégal. Nous avons eu également d'autres aspects liés à l'accès des femmes aux forces de défense et de sécurité. Nous avons eu également la question de l'autorité parentale et pas mal de mesures également prises en faveur des femmes et de la petite enfance.
Alors, on peut dire qu'un bilan mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que le problème que nous avons, en fait, c'est pas l'existence d'instruments juridiques, mais c'est leur application et leur effectivité. Par exemple, dans la CEDEF, il y a plusieurs droits consacrés là, parce qu'il y a ce qu'on appelle les principes directeurs de la CEDEF. Et dans ces principes directeurs, on a le principe non seulement de non-discrimination, mais le principe d'égalité. Et quand nous évoquons ici la notion du principe d'égalité, c'est l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Alors, au regard de notre contexte, l'égalité en droit entre les hommes et les femmes n'est pas toujours effective parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui font que l'égalité des droits n'est pas toujours le cas. Les obstacles, parmi ces obstacles, on peut citer parfois la résistance du point de vue socio-culturel, certaines de nos traditions, qui font que justement les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes facilités dans l'accès à leurs droits. Si on analyse la question sous cet angle, on peut justement considérer que le bilan de la CEDEF dans ces 40 ans est mitigé. Si nous prenons le cas dans beaucoup d'autres aspects, par exemple par catégorie de droits. Je peux prendre catégorie de droits, je commence par les droits civils et politiques. Dans cet aspect-là, on peut dire sur les droits civils, par exemple, il y a quelques avancées, mais la nationale question, c'est la question des actes d'état civil, qui est un problème général qui n'est pas spécifique aux femmes. C'est pourquoi j'ai dit le bilan, il est mitigé parce que ça, c'est encore beaucoup d'efforts à faire. Ne serait-ce que la question des enfants inscrits à l'état civil est un problème. Donc, on peut considérer de ce point de vue-là un bilan mitigé. Sur la question des droits politiques, on a eu quelques avancées avec la loi sur la parité. Si on prend les droits économiques, sociaux et culturels, sur les droits économiques, l'accès au financement, aux ressources productives, c'est aussi un défi. Parce que toutes les femmes n'ont pas accès à ces financements, n'ont pas accès à ces crédits, n'ont pas accès à ces ressources productives. Tout simplement parce que l'État va dire certainement n'a pas les moyens, mais il y a quelque part un manque de volonté politique et d'autre part d'autres critères qui ne sont pas forcément des critères d'appréciation objective pour l'octroi de ces ressources à toutes les femmes. Si nous prenons le cas des droits de la solidarité, on peut aussi considérer que le bilan est mitigé parce que les questions aujourd'hui émergentes, comme les questions environnementales, la question des mines et des énergies, ce sont des questions, des problématiques nouvelles que les femmes n'ont pas toujours compris ou que les femmes ne sont pas toujours engagées sur ces terrains-là. Et pourtant, la CEDEF fait cas d'une pluralité de droits. Alors, si on retrace le bilan des 40 ans d'existence, on peut dire oui, la CEDEF, ne serait-ce que son existence est un acquis, ne serait-ce que sans ratification et son incorporation dans le corpus constitutionnel est un acquis, sa présence dans les politiques publiques est un acquis, mais la question fondamentale, c'est comment booster l'effectivité de cet instrument-là au grand bénéfice des femmes qui doivent jouir de tous leurs droits. La CEDEF aujourd'hui, c'est vrai que le défi majeur, c'est d'abord les ressources financières. Il faut des ressources financières, il faut l'engagement de tout un chacun, mais aussi nous rencontrons beaucoup d'obstacles d'ordre religieux et culturel. Souvent, il y a une incompréhension ou bien une malinterprétation des dispositions, ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, nous, dans nos campagnes de plaidoyer, de sensibilisation sur les dispositions, aussi bien de la CEDEF que du protocole de Maputo, nous rencontrons beaucoup d'obstacles, surtout d'ordre religieux et culturel. Parce que souvent, les gens considèrent certaines dispositions comme étant en contradiction avec les préceptes de l'islam, en tout cas les préceptes religieux, ou bien parfois également il y a des facteurs socioculturels qui pèsent lourd au niveau national, en tout cas nos traditions qui sont très ancrées, profondes. Souvent, il y a une dualité de texte, mais une dualité entre en tout cas les facteurs socioculturels et ces instruments. Ce qui fait qu'il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup de plaidoyer pour essayer de changer un peu les comportements des populations, les amener à s'approprier de ces dispositions et mieux comprendre ces dispositions. Moi, je pense qu'une fois que le message est bien transmis, qu'il y ait le dialogue, la discussion, les échanges, je pense que les gens pourront comprendre et vraiment essayer de surmonter ces facteurs socioculturels pour que ces dispositions-là soient mises en œuvre et que les femmes puissent jouir de leurs droits. Je donne un exemple. Nous avons effectué une mission dans 4 pays en Afrique de l'Ouest sur la défécation en plein air, mais ce qu'on a rencontré dans certains pays, c'est horrible. Souvent, on rencontre des hommes qui ne veulent pas partager leur toilette avec des femmes parce que tout simplement, ils pensent que s'ils partagent des toilettes avec leurs femmes ou bien leurs filles,
ils vont perdre leur virilité, ils vont perdre leur puissance. Et ça, c'est des croyances qui sont profondes, qui sont ancrées dans ces populations et qu'il faut tout faire pour que vraiment qu'il y ait un changement de mentalité afin que ces droits-là puissent être, pour que les femmes et les hommes puissent jouir des mêmes droits au niveau des concessions, au niveau des écoles, au niveau des bureaux, au niveau de la société. Et cette convention, elle, aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre guide questionnaire, elle a 40 ans, effectivement. Et aujourd'hui, on peut peut-être en évaluer les progrès, mais également les défis. Et globalement, disons que après l'adoption de cette convention, c'est vrai que l'Afrique globalement et le Sénégal, de façon particulière, le Sénégal a eu quand même à faire des avancées notoires. Je pense qu'on peut en citer quelques-unes, notamment, je commencerai peut-être par les plus récents, la loi sur la nationalité, la loi sur la parité au Sénégal. Nous avons eu cette loi sur la parité au Sénégal. Nous avons eu également d'autres aspects liés à l'accès des femmes aux forces de défense et de sécurité. Nous avons eu également la question de l'autorité parentale et pas mal de mesures également prises en faveur des femmes et de la petite enfance. Nous avons également les questions de l'accès et le maintien des filles à l'école. C'est devenu une problématique majeure et je pense que le Sénégal a de ce point de vue-là fait des efforts notoires, notamment dans le maintien des filles, dans l'accès, mais surtout le maintien des filles à l'école pour leur permettre vraiment de pouvoir continuer un cycle scolaire normal. Au niveau de l'enseignement supérieur également, nous avons vu que non seulement nous avons beaucoup de filles dans l'enseignement supérieur, mais également dans le métier d'enseignant à l'université de façon générale. De plus en plus, on note une percée des femmes, en tout cas dans un milieu qui était par le passé beaucoup plus réservé aux hommes, parce que simplement c'est eux qui avaient en tout cas les avantages nécessaires et les opportunités pour pouvoir se maintenir dans le système scolaire éducatif à un niveau le plus élevé. Donc globalement, disons qu'il y a eu des progrès au niveau du Sénégal et c'est des progrès remarquables. Il faut s'en féliciter parce que comparé à d'autres pays, le Sénégal est en train de faire des progrès énormes. Mais c'est vrai que les défis sont encore là et je pense qu'il faut autant reconnaître les efforts mais également reconnaître les défis. Et les premiers défis que j'aimerais aborder, notamment sur la question de la parité, j'ai parlé de la loi sur la parité, mais le défi aujourd'hui, c'est comment transformer la participation quantitative des femmes en impact qualitatif sur le travail de l'Assemblée nationale, mais également sur le vécu des femmes et des hommes dans ce pays. Parce que la parité devrait permettre justement d'accélérer les changements sociaux recherchés. Nous avons pensé que si on commence par la prise de décision, on peut influencer les autres secteurs. Et c'est en cela que la loi sur la parité est très intéressante pour nous. L'autre question, c'est la question de la nationalité. Aujourd'hui, la femme est capable de donner la nationalité à son mari. Et ça, c'est vraiment des questions à saluer. Mais comment également accompagner ce dispositif-là pour que cela ne soit pas, en tout cas, disons, que cette loi ne soit pas remise en cause. Et le troisième aspect, c'est vraiment par rapport à l'accès des femmes aux forces de défense et de sécurité. Pendant longtemps, c'était la chasse gardée des hommes. Aujourd'hui, les femmes y sont. Mais comment faire en sorte qu'elles ne soient pas comment faire en sorte de briser le plafond de verre? Parce qu'il ne s'agit pas justement de les amener seulement dans les instances de décision ou bien dans ces instances disons, qui étaient par le passé réservées aux hommes, mais c'est de voir comment elle peut se hisser à un niveau le plus élevé des postes au niveau de l'armée. Aujourd'hui, nous attendons vraiment d'avoir une femme générale. Ça a été une proposition du président de la République et nous pensons que cela devrait pouvoir se réaliser sans problème. Alors, je peux dire que ce sont des instruments complémentaires. Connexion dans le cadre de la complémentarité. Si la CEDEF est un texte international, le protocole de Maputo, qu'on appelle dans le jargon du droit, le protocole à la charte africaine relatif aux droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes. Donc, le nom est assez kilométrique, c'est pourquoi on l'appelle protocole de Maputo. Donc, là, la connexion, il me semble que c'est une connexion de complémentarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut replacer le protocole de Maputo dans son contexte. Nous sommes en 2003.
en 2003 dans un contexte où l'Union africaine avait proclamé ce qu'on appelle la décennie des femmes. Et dans cette décennie des femmes, il fallait adopter des instruments. Et dans cette liste d'instruments, le protocole de Maputo en 2003, complété maintenant par la déclaration solennelle des chefs d'État sur l'égalité des genres en Afrique en 2004. D'accord? Donc, dans un contexte où l'Afrique avait besoin d'avoir un argumentaire en faveur des droits des femmes, d'avoir des instruments juridiques en faveur des droits des femmes. Comme la CEDEF, c'est une convention internationale adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui effectivement est un texte de référence dans plusieurs pays, l'Afrique, en prenant en compte ses particularités, a décidé de dire, au-delà de la CEDEF, nous allons avoir un autre texte qui va être spécifique aux droits des femmes en Afrique, mais qui va prendre en compte des spécificités africaines. Par exemple, la question de l'héritage, la question du veuvage, la question des pratiques traditionnelles qu'on appelle pratiques traditionnelles néfastes dans le texte, la question de l'équité et d'autres questions quand même qui sont assez spécifiques à l'Afrique que le protocole de Maputo essaye d'évoquer et qui ne se figurent pas dans la CEDEF. C'est pourquoi on peut considérer que ce sont deux textes quand même complémentaires, mais qui ont une connexion parce que l'un, c'est-à-dire le protocole de Maputo, renforce le dispositif juridique existant consacré par la CEDEF. Aujourd'hui, quand on parle du protocole de Maputo, il y a au moins 7 articles qui viennent compléter la CEDEF, qui ne se figurent pas en tout cas dans les dispositions de la CEDEF. C'est l'article 16 qui parle de l'habitat décent, adéquat, l'article 26 qui parle des droits de la veuve, l'article 22 qui parle des personnes âgées, l'article 21 qui parle de la succession, l'article 23 qui parle des personnes vivant avec un handicap, des femmes vivant avec un handicap, l'article 24 sur la protection des femmes en situation de détresse et l'article 25 qui parle de la réparation. L'article 21 est très important, raison pour laquelle nous, FAMEDEF avait initié une mission au Burundi, parce qu'en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, il y a beaucoup de pays où la femme n'a pas droit à l'héritage. La femme n'a pas droit à l'héritage. Et c'est très grave, parce qu'une femme, figurez-vous, une femme, quand son mari décède, est obligée de quitter le domicile conjugal et n'amène rien du tout. Elle n'a pas droit à l'héritage. Donc le protocole de Maputo vient régler ces problèmes-là. Il y a également les personnes âgées qui ne figurent pas dans les dispositions de la CEDEF. La veuve ne figure pas dans les dispositions de la CEDEF. Donc il y a une plus-value. Le protocole de Maputo non seulement est plus adapté au contexte africain, mais vient compléter certaines dispositions, en tout cas, qui ne figurent pas dans la CEDEF. Mais ces deux documents qui présentent des similitudes. Sur la CEDEF présente 30 articles sur la femme et le protocole de Maputo présente 32 articles sur les droits des femmes. Mais sur ces 32 articles, il y a 7 articles qui ne figurent pas dans la CEDEF. Donc, le protocole de Maputo est beaucoup plus exhaustif que la CEDEF et vient en tout cas combler ce vide qu'on avait au niveau de la CEDEF. Vous savez, dans nos pays, et le Sénégal ne fait pas une exception à la règle, les questions des droits des femmes évoluent en dents de scie. Ça veut dire que des acquis énormes que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Ça veut dire que rien n'est statique, tout bouge selon les circonstances, selon les forces en présence du moment. Et je pense que ça, c'est un aspect que nous devons toujours avoir à l'esprit pour savoir que rien n'est figé dans le temps. Il va falloir se battre pour maintenir les acquis intacts parce que simplement, c'est parfois aussi des questions liées à des rapports de force. Et je voudrais, par exemple, mettre l'accent sur des aspects qui me paraissent aussi importants. C'est la question de la santé de la reproduction, par exemple. La question, je prends pour exemple seulement la question de la fistule obstétricale. Nous connaissons les causes de la fistule obstétricale, qui sont éminemment des causes également sociales, parce que liées parfois au mariage précoce à un certain nombre de facteurs qui favorisent la fistule obstétricale. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué au Sénégal, c'est que nous n'avons pas, la fistule n'est pas intégrée dans le dispositif sanitaire, en tout cas dans le système de santé du pays. Et ce qui fait que cela a un impact très négatif sur la prise en charge de cette problématique, malgré les efforts que le gouvernement du Sénégal est en train de faire sur la question. Ça veut dire que c'est des questions que nous devons adresser et qui sont interliées. C'est-à-dire les droits des femmes, c'est des droits liés. C'est autant des droits sur le plan de la santé, des droits sur le plan économique, des droits sur le plan social,
des droits sur le plan à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre les différentes formes de droits et ce qui fait que nous sommes obligés de nous battre pour les maintenir intacts. Parce que même la question, si on en revient à la question de l'autorité parentale, si cette autorité parentale n'est pas acceptée par les deux conjoints, cela pose un problème. Et quand on parle de l'autorité parentale, on parle même de la prise de décision, de la co-prise de décision. Parce que simplement, par exemple, quand vous êtes marié, vous avez des enfants, vous devez également vous accorder sur la façon, par exemple, par rapport au mariage des enfants, vous devez vous accorder, si oui, pour maintenir vraiment, pour accompagner les enfants jusqu'à l'âge leur permettant, jusqu'à 18 ans, pour leur permettre de pouvoir se marier. Mais malheureusement, si dans les couples, la femme, sa parole ne compte pas, forcément, on voit que c'est souvent le père qui décide pour l'enfant et ça peut ne pas toujours aller dans le sens de l'intérêt de l'enfant et de la famille. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce que nous demandons en réalité, c'est que le couple puisse se parler, que les décisions soient prises ensemble dans l'intérêt du ménage et c'est ça qui permet au ménage vraiment de pouvoir s'épanouir.